Bonjour à tous, bonsoir à tous, chers Twitchers, Twitchers, YouTubers, YouTubers. Bonsoir Mathilde, bonsoir Maxime. Comment est-ce que vous allez pour ce nouveau numéro d'Allo la NUPES? Ça va super bien. Pour Et toi. vous? Je pense que tu es un petit peu fatigué Mathilde, non? Après une semaine, tu as une semaine intense? Oui, bien intense, bien intense. Contente d'être revenue à Vienne. Et toi Ouais, Maxime? tu vas me raconter, ouais. Bah, moi, ça va très bien. Écoute, là, je profite du congé parental allemand assez généreux pour m'occuper de ma fille en ce moment, ma deuxième fille, donc voilà. Parfait. Donc effectivement, on va commencer ce programme avec la semaine de Mathilde. C'est pas exactement Eh oui. le thème en soi, puisque il y a une session de l'Assemblée des Français de l'étranger à laquelle tu as participé en tant que membre. Et puis on a aussi eu droit dans le générique au début, bien sûr, à toutes les actions qui sont de plus en plus nombreuses dans la circonscription contre la réforme des retraites. Donc, c'est en fait assez en parallèle avec ce qui s'est passé à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et puis enfin, on aura une actualité plutôt législative par rapport aux élections qui ont eu lieu dimanche dernier, tant dans l'Ariège et dans 3 circonscriptions des Français de l'étranger. On va faire un petit récapitulatif vite fait. Et puis aussi un point législatif par rapport à notre député, quelques thèmes qui ont été un peu débattus ces dernières semaines à l'intermédiaire de réseaux sociaux. Et puis on va simplement rappeler les différents points de vue. Donc ça, c'est une première partie. Puis on aura notre chronique culture avec Jérôme, qui va nous parler du film qui a eu un Oscar dernièrement, et à l'Ouest, rien de nouveau, qui reflète beaucoup de l'actualité. Et enfin, on aura un invité ici également, spécialiste, donc un hydrologue, et qui va nous parler du thème de l'eau, qui est un thème, bien sûr, plus d'actualité encore par rapport peut-être à ce qui s'est passé dans les bassines dernièrement, mais qui est un thème de toute façon toujours d'actualité. Voilà, voilà. Alors Maxime, Mathilde, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Prêt? Je vous propose d'y aller directement. On vous laisse et on vous écoute. Ouais. Bon, bah Mathilde, heureux de te recevoir à nouveau. Je crois que c'est la deuxième fois du coup que tu participes à l'Ola NUPES. Donc comme Mathilde a dit, en fait, si on te reçoit ce soir, c'est parce que donc il y a eu, l'Assemblée des Français de l'étranger qui s'est réunie à Paris, donc la semaine dernière. Donc c'est une institution qui se qui se réunit 2 fois par an et donc toi, donc tu y étais donc en tant que conseillère des Français de l'étranger, tu sièges tu y sièges. Donc est-ce que peut-être rapidement tu pourras un petit peu te présenter, nous raconter un petit peu comment est-ce que tu es devenue conseillère des Français de l'étranger, puis conseillère, à l'Assemblée des Français de l'étranger? Oui, alors merci Maxime. En effet, donc je suis conseillère des Françaises et Français de l'étranger pour l'Autriche, la Slovaquie et la Slovénie sur une liste d'union de la gauche ici. Et en plus de ça, je suis élue donc à l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est une assemblée qui réunit 90 élus au sein du collège des conseillers des Français de l'étranger qui sont 442. Donc en fait, on est élu sur différentes circonscriptions. Donc moi, c'est un peu complexe, mais au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger, je suis élue sur la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse. Et il y a une autre circonscription AFE au sein de. Et je suis pas la seule élue, hein, on est plusieurs élus de gauche de notre circonscription. Et on a aussi une autre circonscription qui regroupe l'Europe de l'Est et Europe centrale. Donc sur laquelle on a aussi quelques élus, dont Frédéric Chauveau par exemple. Donc comme tu l'as dit, on se retrouve 2 fois par an à Paris pour l'Assemblée des Français de l'étranger. Une première session qui est en général en octobre et une autre session qui a lieu en mars. OK et donc entre ces 2 sessions, ça se passe toujours un petit peu pareil ou il y a des spécificités en
Alors en fait, entre les sessions, on travaille au sein de nos commissions. Et oui, c'est vrai que c'est un élément que j'ai pas mentionné en termes d'organisation de l'Assemblée. En fait, on travaille. Donc l'Assemblée, elle est organisée en fait en différents moments. Donc en général, on commence par une réunion de groupe. Alors ça, c'est plutôt pour les élus de gauche. On a une réunion de groupe pour préparer l'Assemblée le dimanche. Et puis ensuite, on a différents moments, des moments en plénière, notamment le lundi où on accueille le ministre des Français de l'étranger qui vient et participe et fait un suivi en fait de nos dossiers. Et puis ensuite, on travaille en commission. Donc il y a 6 commissions au sein de l'AFE. Donc une commission. Alors moi, je siège en commission finance, mais il y a aussi la commission des lois, une commission enseignement, une commission affaires sociales, sécurité et prévention des risques, et développement durable et commerce extérieur. Donc voilà toutes les commissions. Et donc entre les sessions, on travaille au sein de nos commissions pour faire le suivi des dossiers, des résolutions qu'on a adoptées, et puis aussi pour discuter de l'agenda et des personnes qu'on souhaiterait inviter lors de la session suivante. Parce que ça arrive souvent en fait assez vite, tous les 6 mois. Ouais, finalement. Et du coup, donc, tu as dit que tu n'étais pas la seule élue de gauche, j'espère bien. Mais et donc, c'est à peu près quoi le rapport de force dans cette assemblée? Vous êtes combien d'élus de gauche? Alors, on est 30 élus de gauche, donc on est regroupés en fait, on a vraiment réussi à se regrouper dès la première session dans un groupe d'union de la gauche, ce qui nous permet d'être vraiment un groupe pivot pour cette assemblée. Et ça nous a permis dans les négociations, en fait actuellement on est le plus gros groupe de l'assemblée, et ça nous a permis lors des négociations pour un certain nombre de postes de s'assurer d'un certain nombre de positions au sein de l'assemblée. On a par exemple la vice-présidence de l'Assemblée. On a aussi des membres du bureau. Alors moi, je fais aussi partie du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger. Et puis, on a aussi des présidences et des vice-présidences de commission. Par exemple, on a la présidence de la commission Affaires sociales avec Florian Bohème et la présidence de la commission Finances avec Renaud Lebert. Ok, d'accord, très bien. Bon, et alors donc concrètement, la semaine dernière, comment ça s'est passé alors? Raconte-nous un petit peu. Alors, on a commencé le lundi. Alors, je vais vous parler un petit peu de ma semaine. Ça dépend des élus, ça dépend des différents postes qu'on a au sein de l'Assemblée. Moi, comme je suis membre du bureau, j'ai aussi un certain nombre de tâches reliées à cette fonction au sein du bureau de l'Assemblée. Mais donc, par exemple, moi, j'ai commencé la semaine par un groupe de travail au Sénat sur la représentation des Français de l'étranger et sur notre mandat à nous d'élus. Donc là, l'objectif, c'était de faire remonter les problématiques que l'on rencontre. Ensuite, on a organisé avec le groupe de gauche une conférence de presse, une table ronde avec différents syndicats. L'objectif, c'était bien sûr, dans le contexte social actuel, de bien inscrire cette session dans les combats de la gauche et dans la mobilisation de la gauche pour contre la réforme des retraites. Donc c'était très important pour nous d'organiser cette conférence de presse avec les syndicats et pour aussi porter un certain nombre de messages qui sont importants pour nous et sur lesquels on s'est mobilisé ces derniers mois sur la réforme des retraites globalement et sur les problématiques que rencontrent les Françaises et Français de l'étranger qui peuvent être particulièrement touchés par certains aspects de la réforme et plus généralement du calcul de la retraite en France. Donc voilà, donc ça c'était c'était les premiers éléments. On a organisé cette conférence de presse et puis ensuite. Oui, vas-y. Oui, désolé, juste par rapport aux syndicats, du coup, tu les as sentis réceptifs à nos problématiques ou... Oui, bien sûr. Alors, on travaille de manière générale avec les syndicats. D'ailleurs, on auditionne les syndicats dans un certain nombre de commissions aussi de l'Assemblée. Mais en fait, la plupart des constats sont partagés, que ce soit sur les réformes hachées des Françaises et Français de l'étranger, sur le calcul de la retraite sur les 25 meilleures années, ce qui pose quand même problème
puisque ça amène à ce qu'un certain nombre de personnes aient des toutes petites années de salaire qui soient comptabilisées lorsqu'on calcule leur retraite française. Ça, c'est des problématiques qu'on partage. Mais c'est important de se retrouver et puis de pouvoir échanger ensemble, et puis aussi de rendre visibles en fait nos combats, de profiter d'être à Paris et de pouvoir aussi avoir accès aux médias pour aussi en parler et d'utiliser cette session et ce moment un peu politique pour rendre visibles nos problématiques. Ok. Tu veux que je continue un peu sur le reste de la semaine? Oui, vas-y, continue. Alors le reste du lundi, on avait le ministre qui venait, et donc bien sûr toujours en lien avec la mobilisation pour la réforme des retraites. On a vu une photo en début d'émission où on a, voilà, c'est celle-ci, où on levait nos pancartes. C'était important pour nous de marquer notre opposition à la réforme des retraites en présence du ministre qu'on voit sur le grand écran tout au fond de cette photo. Donc le groupe de gauche s'est levé et puis a montré un certain nombre de positionnements, enfin un certain nombre de messages qu'on porte, voilà, pour défendre les retraites de nos concitoyens et concitoyennes. Et puis aussi lors de cette venue du ministre, on a aussi évoqué un certain nombre d'autres sujets qui sont importants pour nous à l'étranger. On a parlé, alors spécifiquement sur les retraites, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé un groupe de travail sur les Français de l'étranger et sur les retraites des Français de l'étranger. Donc nous, c'était important de mentionner qu'on voulait être associés à ce groupe de travail. Ouais. On voulait aussi parler du GIEC, parce que c'était aussi quelques jours après la publication du rapport du GIEC. Donc, c'était important pour nous aussi de voir, alors sur nos problématiques de Français de l'étranger et sur notre champ de nos prérogatives, on a parlé notamment de rénovation énergétique des bâtiments français à l'étranger. C'est un aspect sur lequel on peut avoir un impact, réduire aussi notre l'empreinte carbone des bâtiments français à l'étranger. On a parlé de l'IVG aussi, de l'accès à l'IVG partout dans le monde. C'est un sujet, je pense, qui reste important aussi dans notre circonscription. Et puis, un sujet qui nous tenait à cœur d'évoquer, c'est celui du harcèlement moral dans les ambassades et les consulats. C'est un gros sujet dans certains postes diplomatiques, et donc c'est important aussi de le mentionner et de voir ce que le ministère entreprend en la matière. D'accord. Il y a eu des remontées à ce niveau-là Oui, c'est un sujet. Alors, on a aussi eu une conférence qui était organisée par notre sénatrice Mélanie Vogel, avec une avocate spécialisée en fait dans le harcèlement moral dans la fonction publique, parce que c'est un vrai sujet en fait, la manière dont les plaintes pour harcèlement moral sont prises en compte dans la fonction publique, et notamment dans les ministères et dans l'aspect régalien de la fonction publique. Donc c'est un sujet sur lequel c'est important qu'on se mobilise en tant qu'élu. Pour faire écho des administrations. Ouais. Et ce que j'ai pas mentionné, là, j'ai parlé en fait que de mon lundi, mais on a fait plein d'autres choses dans la semaine. On avait aussi, moi, comme je siège en commission finance, on avait un certain nombre d'auditions. C'est que le lundi. Ouais, ça fait que le lundi. Donc oui, en effet, des longues journées. Et comme je siège en commission finance, on avait des auditions sur un certain nombre de sujets. Une audition qui était particulièrement intéressante, c'était sur le budget de l'AEFE. Donc l'AEFE, c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et donc discuter avec eux de leur budget, des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Un sujet qui était par exemple assez intéressant, c'est autour des capacités d'investissement de l'agence, parce que elle n'a plus la possibilité d'avoir des crédits, de faire des prêts. Donc il y a tout un enjeu autour des investissements que l'agence peut effectuer dans les établissements. On avait aussi d'autres auditions, notamment sur tout ce qui concerne le transfrontalier, on pourra y revenir peut-être, et les questions de double imposition par exemple.
Voilà, quelques sujets et puis ouais, je m'arrête là pour l'instant. Non, mais c'est bien parce que ça nous donne, oui, des futurs sujets, ouais, pour les prochains numéros parce que c'est vrai que, oui, c'est des choses là qui peuvent être vraiment intéressantes à étudier. C'est vrai que, ouais, voilà. Mais et du coup donc là c'est pas mal de sujets qui sont, je pense, assez global à toutes les circonscriptions des Français de l'étranger. Est-ce que tu as l'occasion des fois aussi enfin, ou toi ou d'autres élus de la circonscription, d'aborder des sujets, plus propres, donc à notre circonscription, donc à la 7e? Oui, alors il y a un certain nombre de sujets qu'on a évoqués. Il y a notamment les aides sociales. Et ça, c'est alors en Allemagne, en Autriche, c'est pas forcément quelque chose qui nous concerne parce que on a des systèmes de santé, enfin des systèmes de santé et ces systèmes sociaux qui nous prennent bien en charge en tant qu'étrangers. Mais il y a un certain nombre de pays en Europe de l'Est où les systèmes sociaux euh, ne permettent pas encore la bonne prise en charge d'un certain nombre de prestations sociales, enfin d'aides sociales. Et donc, par exemple, on a des pays comme la Slovénie où les aides sociales sont bloquées environ depuis l'adhésion à l'Union européenne. Donc, par exemple, les aides sociales données par le consulat sont autour de 300 euros, un peu plus de 300 euros, tandis que le minimum pour vivre en Slovénie est à plus de 600 euros. Et donc, en fait, on se retrouve dans des situations avec des personnes qui vivent dans des situations compliquées, vraiment, et qui n'ont pas accès à des aides sociales, qui ne peuvent pas accéder aux aides sociales en Slovénie, et pour lesquelles les aides sociales données par la France sont trop réduites. Donc, c'était un point important sur lequel il fallait qu'on mette l'accent lors de cette session. C'est un problème européen, mais c'est un problème plus global, notamment avec l'inflation. Ça touche beaucoup, beaucoup de postes partout dans le monde. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel on s'est mobilisé lors de la venue du ministre qui est revenu le vendredi. Mais d'autres sujets aussi intéressants pour notre circonscription, c'est notamment France Consulaire. Alors c'est le service France Consulaire. Bon, j'ai visité les services mercredi. Donc en fait, c'est un centre d'appel qui a été mis en place par le ministère et qui a pour vocation de prendre en charge en fait les appels. C'est-à-dire que quand on appelle le consulat, en fait, on va être transféré sur cette plateforme et sur ce centre d'appel. Et, euh, et ce centre d'appel va répondre à la plupart de nos problématiques. Et seulement si c'est des choses très spécifiques, ce sera retransmis au consulat. Donc c'était intéressant. Donc c'est un service qui était en expérimentation et là qui va être mis en place partout dans le monde. Donc, on a un certain nombre de pays de notre circonscription qui font déjà partie du dispositif. D'abord, c'était les plus petits pays, comme la Slovaquie, la Slovénie. Un certain nombre de pays d'Europe de l'Est aussi sont déjà dans ce dispositif. Mais là, maintenant, la prochaine étape, c'est d'intégrer les plus gros pays, dont l'Allemagne, qui va être intégrée. Donc, ce sera intéressant de voir voilà comment ça se développe, comment sont pris en charge les appels. Ça a un intérêt en fait qui est que ça permet un taux de décrochage, comme ils disent, un temps de décrochage minime. C'est-à-dire que quand on appelle le numéro, eh ben, on va être euh, pris en charge très rapidement par un agent. Mais les problématiques que moi je comptais relever, que j'ai relevées, c'est aussi autour du statut des personnes qui travaillent quand même dans des centres d'appel et donc de s'assurer que ces personnes aient des conditions de travail qui soient bonnes. D'accord, parce que je présume que c'est pas l'État qui gère directement, que c'est une délégation de service public ou que c'est, Oui, oui, c'est un service, d'accord. c'est un contrat qu'ils ont passé. Il y a un certain nombre d'agents du ministère qui travaillent en lien, qui travaillent pour les problématiques un peu plus complexes, voilà. Et après, ils travaillent avec une entreprise qui gère ce centre d'appel, qui est à la D'accord, Courneuve, à côté de Paris. d'accord, oui. Donc évidemment, toujours être attentif, dès Mm, qu'on peut, ouais, sur ce type de contrat. mm, mm. Mmh, très bien. D'autres sujets alors, sur la circo ou?
Je peux peut-être revenir sur la commission finance et peut-être parce que c'est un sujet qui peut intéresser quelques personnes aussi. On travaillait notamment sur les frontières et les échanges transfrontaliers. Donc ça concerne par exemple, alors pour nous comme on est du côté des Français de l'étranger, des personnes qui par exemple habiteraient en Allemagne à la frontière avec la France et qui travailleraient en France. Donc il y a un certain nombre de... Alors il y a des conventions entre les pays pour régler les questions de double imposition par exemple ou d'imposition d'un côté et de l'autre de la frontière. Mais c'est aussi des sujets qui sont revenus sur le devant de la scène avec le Covid et avec le télétravail. Donc, les personnes qui avaient leur travail en France, par exemple, mais qui, au final, passaient un temps important en Allemagne en télétravail ou ne pouvaient pas se déplacer pour aller à leur travail en France, par exemple, avec la fermeture des frontières à un moment donné. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels on travaille. On essaye de faire un certain nombre de résolutions. Ça peut être complexe, mais on essaye d'avoir des auditions avec la DINR, donc la direction des non-résidents, qui travaille sur ces questions d'imposition. D'accord. Ok. Et tu me disais, sinon, pour passer à autre chose, tu me disais que tu étais la seule élue de moins de 30 ans? Oui, c'est vrai, exactement. Je suis la Benjamine de l'Assemblée et seule élue de moins de 30 ans au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc, moi, ça me tient vraiment à cœur de porter les problématiques liées aux jeunes Français de l'étranger au sein de l'Assemblée. On sait que c'est vraiment un enjeu parce qu'ils sont souvent peu représentés, ils sont pas forcément enregistrés dans les consulats et il y a vraiment un enjeu autour de notre visibilité, la visibilité des élus auprès des jeunes qui peuvent rencontrer un certain nombre de problématiques à la fois quand ils sont dans des postes de VIE, de VIA. VIE, c'est les volontaires internationaux en administration ou en entreprise, mais aussi bien sûr des étudiants qui peuvent être là sur des périodes aussi, des périodes courtes en Erasmus, mais aussi sur des périodes longues. Donc c'est des sujets qui me tiennent à cœur et sur lesquels je pense que c'est important qu'on ait des jeunes élus justement pour pouvoir se mobiliser et travailler. Par exemple, lors de la rencontre avec les syndicats, on voulait aussi inviter les syndicats étudiants. Au final, ils n'ont pas pu venir, mais c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir aussi des contacts avec les associations de jeunesse en France et puis éventuellement de les développer à l'étranger. Et vous les avez quand même ou là, ça aurait été une première Là, rencontre ça aurait été une première rencontre, mais je pense qu'à l'avenir, on va vraiment essayer de travailler à mieux intégrer la jeunesse au sein de cette assemblée. Voilà, quand je parlais notamment de climat et de vulnérabilité face au climat, c'est des choses qui nous concernent aussi fortement. Donc, je pense que c'est aussi important d'intégrer les jeunes. Ouais, c'est sûr. Puis non, puis, enfin, je veux pas dire de bêtises hein, et non plus dire de mal des syndicats étudiants, mais c'est vrai que je me rappelle pas que la problématique des étudiants étrangers était très, très présente à l'époque où j'étais à l'université. Donc, effectivement, moi aussi, il y a peut-être là-dessus ouais, quelque chose Oui, je pense qu'il y a un angle à travailler, ouais. Et sinon, ouais. Vas-y. Tu allais dire quelque chose? Non, vas-y. Non, j'allais juste parler d'un autre sujet aussi qui me tenait à cœur, c'est de travailler sur les violences faites aux femmes. C'est un sujet qu'on a évoqué lors de cette session. C'était aussi, mais qu'on aimerait bien développer en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de problématiques autour des violences faites aux femmes à l'étranger. Il y a peu de services qui sont mis en place pour l'instant pour venir en aide aux femmes victimes de violences à l'étranger. Dans certains pays, en Allemagne, par exemple, ou par exemple en Espagne, il va y avoir des systèmes qui sont très bien structurés pour venir en aide aux femmes et même aux femmes étrangères. Mais il y a quand même un certain nombre de pays où ces problématiques méritent d'être développées et sur lesquelles il faut qu'on se mobilise en tant que Français de l'étranger. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde. Déjà, si on prend rien que certains pays d'Europe de l'Est, certains n'ont pas encore ratifié la Convention d'Istanbul
sur les violences faites aux femmes. Donc, il faut vraiment qu'on soit vigilant sur ces problématiques. Tout à fait, ouais. Tout à fait. C'est vrai il faut pas qu'on oublie effectivement que dans notre circonscription, il n'y a pas que l'Allemagne qui prend peut-être beaucoup. Et c'est vrai que ce serait aussi un futur sujet intéressant de s'intéresser à ce qui se passe un petit peu dans les autres pays euh, à ce niveau-là. Euh, je, vou- je voulais aussi rapidement te demander peut-être sur. Donc là, on a abordé un petit peu les questions de fond donc, qu'il y a eu sur toute cette semaine. Euh, et donc, toi, donc, le mandat en tant que tel, donc comment ça se passe? Est-ce que c'est parce que je crois que vous êtes pas trop, enfin, pas rémunéré ou un petit peu, mais c'est par exemple, voilà, je pense que c'est assez chronophage, peut-être un peu mal, enfin voilà, est-ce que déjà. Et ben, en fait, donc le mandat de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, ce n'est pas rémunéré. On est indemnisé pour notre voyage, mais donc clairement pour des personnes qui travaillent pas pour l'administration française et peuvent avoir des aménagements d'emploi du temps, on prend sur nos vacances. Donc c'est important pour nous de savoir que le travail qu'on effectue a une utilité. Et c'est vrai que c'est un mandat qui est difficile à exercer à la fois parce que le secrétariat général qui est en soutien à notre mandat a peu de moyens. Donc c'est un secrétariat général donc, de l'administration au sein du ministère des Affaires étrangères. Et en fait, il a peu de moyens, il y a peu de moyens humains et donc beaucoup de travail repose sur les épaules des élus. Donc, c'était aussi d'ailleurs un de nos messages forts lors de cette session, de dire qu'on avait besoin de plus de moyens humains au sein du secrétariat général pour pouvoir bien exercer nos fonctions. Mais aussi, par exemple, les conseillers des Français de l'étranger ne sont pas inscrits au registre national des élus. Donc, c'est aussi en termes de reconnaissance pour nos mandats quelque chose sur lequel on aimerait des avancées. Et puis, un dernier point, c'est aussi que le ministère a jugé qu'un certain nombre de sujets qu'on souhaitait traiter ne relevaient pas de nos fonctions. On a parlé un peu de harcèlement moral, mais c'était notamment l'un des sujets que l'une des commissions voulait traiter, je crois en affaires sociales, et sur lesquels on nous a refusé une audition. Donc voilà, c'est important pour nous aussi de continuer à nous mobiliser et à faire valoir notre mandat et nos prérogatives au sein de pour ce mandat. D'accord. Et ce type de refus, ça se base sur quoi? Sur des textes précis ou à l'appréciation du ministre, quoi, C'est un peu des deux. Je pense que il y a une part, nous on souhaite, c'est la part d'appréciation de la part du ministre et de la part des élus qui est toujours une discussion et sur lesquelles on doit toujours trouver des terrains d'entente lorsqu'on exerce des mandats. Donc nous on continue à se mobiliser sur ces questions et on continue à avoir, même si ça peut pas être dans le cadre de la session en elle-même, avoir dans ce cas des conférences avec des personnes en charge, par exemple là sur les questions de harcèlement ou sur d'autres problématiques, et faire valoir nos prérogatives en tant qu'élus. bien sûr. Bon. Et sinon, comment ça s'est passé par rapport à la situation générale un petit peu en France? Parce que c'est une période un peu particulière quand même. Donc, tu l'as montré tout à l'heure, vous avez protesté donc par des petites pancartes contre l'adoption enfin, contre le passage en force pour faire adopter la réforme des retraites. Et puis il y a aussi eu, donc on l'a vu, les événements à Sainte-Soline. Est-ce que ça a pesé un petit peu sur la semaine ou je pense. Oui, oui, bah, bien sûr, bien sûr. Rien que le fait d'être à Paris, je pense que quand nous, on est à l'étranger, on voit les images depuis l'étranger de la situation en France, mais le fait d'être à Paris euh, Mm. amène à se rendre compte encore plus de la situation et de la tension
et puis de la mobilisation des forces politiques et bien sûr des syndicats. Et puis au-delà de la société civile, on a participé avec tout le groupe de gauche à la la manifestation de mardi contre la réforme des retraites. C'était très important pour nous d'y participer tous ensemble. Donc voilà. Et puis on est aussi un certain nombre à avoir participé. Il y avait aussi des rassemblements qui avaient lieu devant toutes les préfectures et à Paris devant l'hôtel de ville suite aux événements de Sainte-Soline et à l'annonce de la dissolution des soulèvements de la terre. Donc c'était aussi important le fait d'être là, d'y aller et de participer et de montrer notre soutien à ces mobilisations. Très bien. Donc Bon. ouais. Ben, C'est merci. peut-être Oui, vas-y. si je peux juste ajouter là-dessus, je pense que c'est vraiment important pour nous dans nos mandats, et puis c'est peut-être un peu ma conclusion, c'est vraiment important. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont assez techniques sur ce qu'on porte au sein de l'Assemblée, et c'est important parce que c'est pas évident les questions de français de l'étranger, toujours, mais c'est aussi important pour nous de faire bouger les choses aussi au niveau politique, que ce soit sur les questions des retraites, notamment, ou sur les questions de climat. Enfin voilà, il y a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on se mobilise et qu'on porte notre voix de gauche face à la majorité présidentielle. Bon, bah super, merci de nous représenter alors. Et continue le combat alors. Merci beaucoup pour tout, Mathilde. Avec plaisir. Comme il disait Maxime, on continue le combat. Ouais. Et ben alors, je vous propose de passer à la section suivante. Et en fait, on a fait un tout petit inversement de situation comme l'heure passe et pour pas laisser traîner notre invité trop longtemps, parce qu'il devait aussi partir. On va commencer par la partie sur l'eau. Et après, il y aura la chronique culture. Et après, à la fin, la question sur les législatives. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir ici Guillaume Barjot, qui est donc hydrologue dans le nord de l'Alsace. Bonjour Guillaume. Bonsoir. Ah, voilà, on t'entend bien maintenant. Bonsoir. Bienvenue donc dans Allô la NUPES. Merci. Merci de m'avoir invité. Et un grand plaisir pour nous, là, à vrai dire. Et peut-être, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus que ce que j'ai fait, comme ça on te connaît un peu mieux. Oui, il n'y a pas de souci. Alors effectivement, moi je suis hydrologue. J'accompagne les collectivités publiques dans leur stratégie de gestion de l'eau depuis 13 ans maintenant. Et puis, donc c'est majoritairement de l'hydrologie dite urbaine dans le terme du domaine scientifique. Donc à la base, je suis ingénieur et je fais ça depuis pas mal de temps. Et puis là, depuis quelques années, et pour encore quelques semaines, je suis doctorant, puisque dans quelques semaines, je serai docteur. C'est surtout ça qu'il faut retenir, en hydrologie. Voilà, je suis assez fortement engagé dans la gestion de l'eau et notamment dans la gestion de l'eau comme un bien commun. Je donne assez régulièrement des conférences, des interventions sur cette thématique-là très précise. Parfait, donc on a trouvé la bonne personne. Et du coup, on a nommé cette partie, cette section, donc, débat technique ou débat citoyen, sous tes conseils d'ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'à ton avis, il fallait mettre ce titre? Pourquoi tu voulais mettre ce titre? Alors, c'est une question qui est très importante à se poser. La première partie qui est intéressante à se poser, c'est est-ce que la gestion de l'eau, c'est un débat technique? Et c'est une question à laquelle on a tous envie de répondre oui. D'abord, la gestion de l'eau, c'est très vaste comme sujet. Ça va de l'eau potable, en passant par l'assainissement, en passant par l'hydrologie, le climat, l'hydrogéologie, l'hydrologie marine, enfin, il y en a partout, quoi. C'est extrêmement vaste. Mais c'est normal, hein, de l'eau, il y en a partout, et puis pas d'eau, on est mort. Donc, bon, voilà, c'est un domaine extrêmement vaste. Ensuite, c'est pas mal de sujets là-dedans qui sont encore ouverts au niveau scientifique, que ça soit sur le niveau scientifique au niveau des sciences sociales, mais aussi des sciences tout court. En hydraulique, en hydrologie, on ne sait pas tout et on est très loin de tout savoir d'ailleurs. C'est des sujets qui sont complexes parce qu'ils sont interconnectés les uns avec les autres, ils sont interconnectés avec le vivant aussi, tout simplement. Donc,
très vite, on se dit, bon, c'est quand même assez technique, c'est assez pointu. Et en plus de ça, quand on commence à réfléchir un petit peu à ces sujets-là, on se rend compte qu'il y a la gestion de l'eau dans sa maison et puis la gestion de l'eau à l'échelle d'un pays. Et que l'un est lié à l'autre et que c'est pas si simple de passer de l'un à l'autre. Donc on se dit, oui, tout ça, c'est technique. Donc, en plus, il y a des sciences sociales, il y a des... Oh là, c'est technique. Et en fait, moi, ce que j'explique, et je passe mon temps à l'expliquer à longueur de conférence, c'est qu'en fait, pas du tout. C'est d'abord et avant tout un sujet qui est citoyen. Parce que la gestion de l'eau, ça nous concerne tous, ça concerne notre présent et notre avenir, parce que s'il y a bien un truc qu'il faut retenir et qui est tout le temps à dire là-dessus, c'est que les choix qu'on fait maintenant en gestion de l'eau, c'est comme les choix en matière de gestion de l'environnement, on les paye, on les subit, on les choisit pour 20, 30, 40, 50, 60 ans, avec pas forcément de capacité de revenir en arrière. Donc ça nous concerne tous, ça engage notre avenir. C'est des choix qui sont engageants donc sur le long, le très long terme. Et les questions pourtant qu'on a à se poser, même s'il y a effectivement de la science, de la technique, elles sont très très simples. C'est est-ce qu'on survit demain? Est-ce qu'on a assez d'eau pour boire et pour survivre? Voilà. Et nous, et puis tout le vivant aussi, ça serait pas mal. Voilà, c'est une bonne chose. Et la deuxième chose, c'est comment on règle ce qu'on appelle le conflit d'usage. C'est-à-dire qui a de l'eau, à quel moment et pourquoi. Est-ce qu'on satisfait les besoins vitaux? Est-ce qu'on la rend, on la monétarise? En fait, c'est un bien commun. Et donc, le sujet qui nous concerne tous et qui est très simple, c'est un sujet 100% citoyen, 100% politique. C'est une question citoyenne très claire. Comment on gère cette ressource et qui a l'usage de cette ressource? Et ça, il ne faut pas rentrer dans des grands débats techniques pour y répondre. C'est même pire que ça. Souvent, quand on rentre dans des grands débats techniques, c'est pour cacher un peu les choses, quoi. Et donc, en fait, à cause du changement climatique en métropole, en France surtout, donc on aura, si j'ai bien compris, toujours moins d'eau. Donc, ces conflits vont s'exaspérer. Et oui. Est-ce qu'il y a un moyen aussi d'avoir une idée de combien d'eau il va manquer, combien elle va diminuer cette ressource? Non, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué d'avoir une idée de combien cette ressource va diminuer. On est capable, à l'échelle mondiale, d'estimer combien on va perdre, combien d'eau douce en moins on va avoir. Mais c'est au niveau mondial. Et en fait, c'est cette problématique très technique, très scientifique de la descente d'échelle, de passer d'un modèle mondial du climat à des modèles plus locaux, plus régionaux. Alors, quand on dit régionaux, ici, on parle de la France. Hein. On ne parle pas des régions ou d'un pays, quoi. Hein. C'est ça, les modèles régionaux climatiques. Et puis, quand bien même on arrive à le faire, entre guillemets, pour certaines variables climatiques, comme la température, eh bien, en ce qui concerne la gestion de l'eau, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, en France, on sait qu'il va pleuvoir un peu plus, mais pas au même moment. Et que, notamment, ce qu'on appelle le régime des pluies va se déplacer, c'est-à-dire qu'il va pleuvoir un peu plus sur des orages très violents en été, c'est la palissade, mais beaucoup moins en hiver, par exemple. Mais en quantité totale, ça fera plus quand même qu'en quantité annuelle. Alors, on a ce genre d'indication. Maintenant, qui dit un peu plus de quantité, on se dit, bah, du coup, on ne va pas manquer d'eau. Bah, non, elle n'arrive pas au même moment. Et en fait, ce qu'on ne sait pas faire, c'est tous les modèles liés à, la sécheresse. Ben, on ne sait pas prédire même au niveau régional, les probabilités de sécheresse des sols, de tout ça. Il y a différents types de sécheresse, différents types de manque d'eau. Donc, c'est très compliqué, en fait, d'avoir une idée de combien on va avoir en moins. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est observer combien on a en moins maintenant par rapport à il y a quelques années. Et c'est pas très réjouissant, quoi. Voilà. Ah, mais du coup, maintenant, on a quand même globalement moins d'eau qu'il y a quelques années. Oui. En fait, aujourd'hui, tu as des déficits hydriques chaque année qui sont, quand on regarde depuis 2009, qui sont, il n'y a que quelques années qui sont excédentaires, mais sinon, depuis 2009, la majorité des années, elles sont à 15-20% de déficit hydrique. Voire beaucoup plus en 2022. Et donc, par rapport à ce que tu disais, que le problème aussi, c'était la répartition de l'eau dans le temps, enfin pendant l'année, selon les périodes. Du coup, une des solutions qui pourrait paraître à première vue raisonnable, on va dire, une des solutions du gouvernement qui a fait l'actualité dernièrement, sont ces méga-bassines. Exactement. Où ils prétendent justement garder l'eau quand il y en a pour la redistribuer après quand on en manque.
Alors, est-ce que déjà tu peux rappeler un peu le principe de ces bassines et puis après, d'où viennent toutes les problématiques qu'elles engendrent et cette contestation qu'elles engendrent? Oui, bien sûr. Alors, bon, bah déjà, une bassine, le principe, il est très très simple. Hein. On fait un trou, une bassine, quoi, ou un bain, appelez ça comme vous voulez, et puis on le remplit d'eau. Alors, le premier truc qu'on s'imagine et qu'on entend souvent, c'est qu'on va le remplir avec de l'eau de pluie. Ça, c'est faux. On ne remplit pas avec de l'eau de pluie. On pompe de l'eau dans les nappes phréatiques pour remplir la bassine. Voilà. C'est une première partie du problème. Mais sur le principe, c'est assez simple. On fait un trou, on le remplit d'eau, et on le remplit d'eau en hiver quand, soi-disant, on en a trop ou beaucoup, et puis on l'utilise l'été quand on en manque. Le principe, il est très très simple. Il y en a toujours eu des bassines avant. Il y a une catégorie, une famille de bassines assez connue qu'on appelle les barrages. Voilà. On ne va pas creuser le trou, mais on a bouché un canyon et puis on a rempli d'eau. Donc, j'en reparlerai plus tard, mais par exemple, le barrage Hoover aux États-Unis, qui est un des plus grands de la planète, qu'il a fallu des années pour remplir et qu'aujourd'hui, on n'arrive toujours plus à remplir, qui alimente en fait, donc le barrage Hoover, hein, il barre le Colorado. Et puis, il alimente un canal qui traverse le désert, qui alimente Las Vegas, mais surtout qui alimente les maraîchers de Californie. Parce que la Californie, c'est la principale zone maraîchère des États-Unis. C'est le grenier à légumes des États-Unis. Donc, c'est une méga bassine. Hein. C'est un des plus gros barrages de la planète. C'est pas rien, le barrage Hoover. On notera tout de suite que le Colorado, dans bien des cas, et souvent depuis bien longtemps maintenant, quasiment systématiquement chaque année, il ne va plus jusqu'à la mer. Voilà. Ça, je dis rien. Voilà, c'est juste... ça, c'est le premier truc. Le deuxième, donc, vous avez les barrages, qui sont quelque part des grandes bassines, et vous avez aussi les retenues collinaires. Donc là, il faut s'imaginer un cours d'eau, puis on va le barrer de petits barrages, hein, pas beaucoup, pour ralentir les eaux, et puis pour pouvoir prélever. Donc ça, si on en fait une ou deux de retenues collinaires, c'est très bien. Puis si on en fait trop sur un cours d'eau, vous avez plus d'eau dans le cours d'eau. Hein. Voilà. Et puis bon, maintenant, on a les bassines qui sont au milieu de nulle part, au milieu des champs, on les remplit avec un prélèvement sur la nappe. Donc, sur le papier, la carte postale est très séduisante. On remplit en hiver, on arrose en été. Et sérieusement, enfin, sur le papier, ça a l'air magique. Alors, le truc, c'est que sur le papier, ce qu'il faut comprendre, le premier problème que posent ces bassines, ce qu'il faut comprendre, c'est que la rivière, une rivière et sa nappe d'accompagnement, c'est un milieu en interaction permanente. C'est-à-dire que par moment, la rivière, il y a de l'eau dedans, elle alimente la nappe phréatique, pas seulement, hein, la pluie aussi alimente la nappe phréatique. Et puis par moment, il n'y a pas assez d'eau dans la rivière, et donc c'est la nappe phréatique qui alimente la rivière. Et quand vous mettez une bassine, sans aller jusqu'à dire que vous interrompez quelque part cette interaction, vous créez un hiatus entre les deux, hein, une petite disjonction, une perturbation entre l'alimentation de la rivière par la nappe, enfin l'interaction entre la nappe et la rivière. Et ça, on s'est démontré, par exemple, quand on regarde au Chili, quand on regarde au Mexique ou aux États-Unis, en Californie, que si on le fait trop, ou si on le fait hors de propos, avec des trop grandes bassines, on parle de plusieurs millions de mètres cubes, eh bien, c'est le cas là aussi, hein, eh bien, ce qui risque de se produire, c'est que votre rivière, en gros, elle est à sec 2 fois plus longtemps et 2 fois plus souvent. Okay. C'est-à-dire que votre bonne idée de carte postale, en fait, elle vient comme toujours en matière de gestion de l'eau. Il faut avoir de la prudence et regarder ce qu'on perturbe. Et ce qu'on perturbe, c'est le cycle de l'eau. Et que déjà, on ne comprend pas forcément toujours complètement ce cycle de l'eau parce qu'il est complexe. Et bon. Alors, je ne veux pas rentrer dans le consensus scientifique, mais déjà là, il y a un problème. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que vous mettez de l'eau en surface, là où elle était dans le sol. Eh ben, tout le monde comprendra que cette eau, elle va s'évaporer. Hein. Enfin, je ne sais pas, quand il fait chaud, c'est assez simple. C'est pas logique. Donc, cette eau, elle s'évapore et on perd entre 20 et 40% quand même. Donc, je vous reprends le barrage Hoover qui alimente un canal à ciel ouvert qui va jusqu'en Californie en traversant un désert. Ils perdent entre 50 et 60% des prélèvements. Donc, ils perdent la moitié. Voilà. Ensuite, on contourne en fait. Hein, les bassines, c'est surtout et avant tout un contournement des arrêtés de sécheresse, des arrêtés de crise. En été, quand il n'y a pas d'eau, vous n'avez pas le droit d'arroser vos champs. Sauf si vous avez une bassine. Voilà.
C'est bête, hein, mais donc ça permet de contourner un peu le truc, mais c'est pas tout le monde qui a une bassine, c'est pas tout le monde même qui a accès à cette bassine, c'est que quelques agriculteurs sur un bassin versant. Voilà, pour celle qui fait en ce moment, qui défraie la chronique, c'est 6-7% des agriculteurs, c'est-à-dire rien, c'est personne. Le voisin de la bassine, il n'y a pas accès. Je vois la question. Alors, qu'est-ce que c'est l'alternative au barrage et aux bassines? Alors, au barrage, c'est compliqué. Les barrages, il y a des barrages d'irrigation, ça c'est une chose. Mais en France, on a surtout des barrages pour l'hydroélectricité. Donc, voilà. Il y a aussi, les barrages servent aussi pour le canal de Provence, pour de l'irrigation. Mais bon, là, on est sur des trucs qui sont déjà existants. Je n'ai pas connaissance de projet de barrage, voilà, de la taille des barrages qu'on a dans les Alpes, par exemple, pour alimenter de l'eau. Maintenant, l'alternative aux bassines, en fait, c'est un changement de modèle agricole. Il faut faire de l'agroforesterie. Voilà. C'est-à-dire que les bassines, il y a pas mal de... Voilà, c'est un accaparement de la ressource. C'est surtout du technosolutionnisme. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'on va pouvoir lutter contre le changement climatique et ses effets en augmentant la capacité de stockage d'eau dans le temps, de manière différée, pour pouvoir continuer à rien changer à sa pratique agricole. Et j'ai presque envie de plaindre les agriculteurs qui rentrent dans ce système-là. Parce que quand on rentre dans ce système-là, on se coince. On se coince soi-même en tant qu'agriculteur et on coince toute la population autour aussi, ce qui est beaucoup plus grave, pendant des années dans un modèle qui est mortifère, un modèle de productiviste de l'agriculture qui ne fonctionne pas, pour produire du maïs pour nourrir du bétail à l'étranger. En plus, il est exporté dans la majorité des cas, pas pour nourrir les gens. Faut bien comprendre ça. C'est-à-dire pour du pognon à court terme. Sauf que les conséquences, on va les payer à long terme. Et donc, l'alternative à ce genre de bêtises, c'est bien de ne pas donner dans ce genre de technosolutionnisme, mais c'est d'aller se dire non, stop, on arrête les frais. En fait, le vrai problème, là, ce n'est pas la technique, c'est le modèle agricole. C'est un choix de modèle agricole. Il faut changer de modèle agricole. Point. Et il existe des modèles qui permettent de se passer des bassines. Et par exemple, les modèles, ça serait lesquels? Alors, c'est l'agroforesterie. Le principal modèle qui permet de se passer de ce genre de petites choses, vous en avez plein. Vous avez la culture en terrasse, vous avez l'agroforesterie. Il y en a plein des modèles qui permettent de faire. Moi, je regarde beaucoup ce qui se passe du côté de l'agroforesterie. Donc, l'agroforesterie, c'est assez simple. On revient sur des parcelles plus petites. Entre chaque parcelle, on met des arbres. Voilà. Et on fait et des haies. Et on fait travailler, en fait, l'intégralité de l'écosystème en lien avec à la fois la culture, les auxiliaires de culture, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur le vivant, parce que quand vous avez des arbres, vous avez plus facilement des abeilles, vous avez plus facilement un sol vivant, vous avez plus facilement une résilience aussi aux maladies, parce que vous avez une meilleure biodiversité, voilà, un certain nombre de petites choses. Mais ça suppose des parcelles plus petites. Ce que ça suppose aussi, c'est que c'est du travail vivant au lieu d'être du travail mort. C'est-à-dire que l'agroforesterie suppose de la main-d'œuvre. Voilà. Ça suppose des engins aussi d'exploitation qui sont beaucoup plus légers. Il faut rentrer dans des parcelles plus petites entre des arbres. Donc, avec le tracteur, avec chaque roue du tracteur qui fait 5 mètres de haut, ça ne marche pas. Donc, c'est un travail qui va demander plus de travail vivant, plus de main-d'œuvre. Bon, ça, après, j'ai une autre casquette, je ne sais pas si je l'ai dit, je suis délégué syndical CGT dans mon entreprise. Moi, le travail vivant, ça m'intéresse, quoi, vous voyez, plutôt que le travail mort. C'est un travail qui a du sens aussi, parce qu'on travaille avec la nature et pas contre elle. Voilà. Ce n'est pas un travail d'amiche ou de mec qui revient au Moyen-Âge. L'agroforesterie, c'est compliqué, ça demande du savoir-faire, ça demande de la science, ça demande une très haute technicité, parce qu'il faut savoir quelles espèces rendent quel service à quel moment. Qu'est-ce que je plante à côté de mes patates pour qu'elles ne soient pas mangées par les dorifores ou pour je ne sais pas quoi d'autre. Voilà, ça demande tout ça. Et en plus de ça, vos arbres, ils font de l'ombre et ils maintiennent le cycle de l'eau localement. Voilà. Donc, ça lutte contre l'aridification des sols. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses derrière ça. Donc, c'est ça qu'on prône. Après, il y a un dernier argument qu'on entend. Alors, c'est quelle est ta perspective? C'est vrai qu'au début, les tensions sur les ressources et leur accaparement. Alors, ça dépend. Je veux bien répondre à la question de Mathilde. Pas de problème. Je demande simplement aux dépressifs de quitter le live. Moi, à partir d'un certain moment, il est tard. Si vous ne voulez pas faire de cauchemar, je ne réponds pas, quoi. Donc, ma perspective, elle est très mauvaise. En fait, je ne suis pas très optimiste. J'ai 2 enfants et je me demande si dans 10 ans, ils auront de l'eau à boire. Voilà. Je vous le présente comme ça.
C'est-à-dire que, même en France, hein, aujourd'hui, il faut bien comprendre ça, jusqu'à présent, la plupart des gens s'imaginent que la ressource en eau, elle est infinie. Bah, c'est près tout, il pleut, de l'eau, on en a, quoi. C'est bon, hein. Tout le monde est agacé quand il pleut de trop, sauf les gens comme moi, mais tout le monde s'imagine que la ressource en eau, elle est infinie, ne serait-ce qu'en quantité. Donc, les événements récents ont permis à pas mal d'entre nous de se rendre compte que ce n'est pas tout à fait le cas, hein, et que même en France, on a des problèmes et on a des restrictions. En métropole. Et en métropole, ouais, même pas qu'en France, en fait, pas qu'en France métropolitaine, dans les DROM et puis dans pas mal de pays, en fait. Même en Allemagne, on a des problèmes. En Autriche, on en a aussi. Quand il n'y a pas assez d'enneigement, il n'y a pas assez d'eau dans les rivières non plus. Enfin, il y a pas mal de petites choses. Moi, j'habite donc en Alsace. J'ai à côté de moi un fleuve qui est transfrontalier, qui est le Rhin, qui dessert en eau potable un paquet de pays, et notamment les Pays-Bas. Ce qui se passe dans le Rhin avec des niveaux trop bas, ça impacte des pays entiers. Voilà. C'est très simple. Donc les tensions, elles ne vont pas aller en s'améliorant, elles vont aller en s'aggravant. Très clairement, il va y avoir un accroissement des tensions autour des conflits d'usage. C'est assez clair. Et c'est aussi pour ça que c'est une question citoyenne et politique. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui s'est passé en Californie, hein, les bassines, c'est le modèle californien, ce qui s'est passé au Chili avec l'eau potable, ce qui s'est passé au Mexique avec la culture de l'avocat, c'est très très simple. L'eau, elle est privatisée au bénéfice de quelques-uns et d'un agro-business, et puis les autres, ils crèvent de soif. Ah oui, je vois, en Espagne, c'est très bien. Ils ont plein de bassines et puis ils n'arrivent plus à les remplir. L'Espagne. C'est assez rigolo. Enfin, rigolo. Parce qu'ils n'ont plus d'eau? Non, ils n'ont plus d'eau. Ils produisent beaucoup de légumes. Ils ont aussi une pratique de l'irrigation au goutte à goutte. Après, il faut reprendre, quand on parle de gestion de l'eau, les ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'ils produisent énormément de légumes. Ça tombe bien parce que ce n'est pas les légumes qui consomment le plus d'eau en été. C'est le maïs. Ils ne produisent pas de maïs en Espagne. Par contre, allez voir au Chili, ils en produisent. Et puis, il y a eu des problèmes d'approvisionnement en eau pour Santiago du Chili. Voilà. Et eux sont revenus en arrière. Donc, peut-être que... Voilà. Donc, l'Espagne, ils produisent des légumes. Il faut quand même de l'eau pour faire pousser des légumes. Mais on peut faire de l'irrigation goutte à goutte. On peut faire plein de choses. Ils ont plein de bassines, mais ces bassines, ils ne les remplissent plus. Voilà. C'est assez symptomatique. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la surface agricole utile en France irriguée, c'est jamais que maximum 10% de la surface agricole utile. C'est-à-dire que quand bien même vous mettriez des bassines partout, chez tous les agriculteurs qui peuvent en avoir en France, c'est jamais que 10% de la surface agricole utile du pays. Ah, ok, d'accord. Et donc, on a vu que du coup, l'agriculture, vraiment, elle joue un rôle central dans cette question de l'eau, quoi. Ouais. Là, tu nous en as beaucoup parlé, on voit que c'est extrêmement important. Je rappelle aussi que dans le programme de la NUPES, l'eau, elle prend bien une place importante. Aussi, il y a une situation dans les dom-toms un peu particulière en plus. Mais il y a plusieurs propositions. Donc, par exemple, une progressivité dans la tarification de l'eau, que les premiers mètres cubes indispensables pour une vie digne soient gratuits, mais qu'ensuite, on augmente au fur et à mesure pour que ceux qui remplissent leur piscine à la maison ils payent beaucoup plus cher l'eau que ceux qui l'utilisent pour la boire. Également aussi des contrôles beaucoup plus forts par rapport à l'usage de l'eau, aux pollutions de l'eau ou alors au captage de l'eau. Et est-ce que on a l'impression que la tâche, elle est énorme là-dedans. Est-ce qu'à part donc, l'agriculture, dont tu as déjà bien parlé, on voit que c'est un domaine vraiment où on pourrait vraiment beaucoup y travailler. Est-ce que tu vois d'autres domaines ou d'autres mesures avec lesquelles on pourrait commencer, qui pourraient vraiment être à la fois efficaces et justes? Et par où commencer? Toutes. Ouais. En fait, c'est pas qu'une blague. L'eau, c'est un cycle. C'est important à comprendre. On parle du cycle de l'eau. Résultat des courses, il faut bien comprendre que quand on touche à un endroit, potentiellement, ça a des répercussions sur les autres endroits. Aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'un empilement de mesures, par exemple, au hasard, 53 mesures annoncées pas loin de Serponçon dans un plan national machin, là. Ok, il y a 53 mesures pour l'eau là dans le plan du gouvernement. En fait, il n'y a aucune cohérence d'ensemble. Là.
derrière ça. Donc, c'est pour ça que je réponds toutes, c'est parce que l'eau est un cycle. Donc, par-dessus tout, il faut garder une cohérence d'ensemble dans le socle de mesures. C'est ce que fait le programme de l'ANUPS. C'est-à-dire qu'il propose une série de mesures qui peuvent toutes être mises en place en même temps pour pouvoir garder cette cohérence d'ensemble. Voilà. Après, moi, il y a quelque chose qui apparaît pas vraiment dans le programme de l'ANUPS, pas en tant que tel spécifiquement pour la gestion de l'eau, mais qui a même de changer aussi radicalement la manière dont on gère l'eau et pour pouvoir se prémunir des conflits d'usage, enfin de la guerre de l'eau, comme on l'entend là dans certains médias, la guerre de l'eau a commencé, quoi. Hein. Bon, peut-être pas non plus trop affoler les gens, mais c'est un peu l'idée. C'est de redonner du pouvoir aux citoyens pour qu'ils puissent s'en mêler. Aujourd'hui, tout ce qui relève de la gestion de l'eau, c'est extrêmement opaque. C'est l'affaire de citoyens, de services techniques, c'est l'affaire de grands groupes, d'industriels. C'est à chaque fois le dernier sujet qu'on aborde, que ce soit en agriculture, en gestion ou en aménagement du territoire. C'est le truc auquel on pense en dernier. Puis ça coûte cher, puis il n'y a pas de budget. Enfin bref, c'est jamais une question citoyenne, c'est jamais un truc qu'on prend tout de suite. Donc ça favorise ceux qui en ont déjà, et puis ça favorise le pognon, pour être très clair. Mais la meilleure option pour résoudre tous les conflits d'usage, c'est changer radicalement le mode de gouvernance de la ressource. On remet ça dans les mains des citoyens. Et c'est fou comme ça marche à toutes les échelles. Et c'est fou comme ça marche tout de suite. Ça marche vraiment tout de suite. Quand on demande aux citoyens, dans leur ensemble, de se positionner sur un conflit d'usage, c'est immédiat, c'est fini, parce que les citoyens ne sont pas des débiles, ce ne sont pas des gens qui ne sont rien, ce sont des gens qui savent réfléchir, a fortiori en plus quand ils sont plusieurs, ils se posent tout de suite les bonnes questions, ils vous disent, en fait, si on ne fait pas quelque chose, demain on crève de soif. Voilà. Et donc, ils font ce qu'il faut. Alors ça, on peut le faire soit avec le programme de l'ANUPS, soit en mettant en œuvre une autre disposition du programme de l'ANUPS, c'est-à-dire on change de république, quoi. Ah, ça c'est... Voilà. Et peut-être une toute petite dernière question pour la fin. Quelqu'un a demandé par rapport à la transition électrique qui a apparemment aussi besoin beaucoup d'eau et pour les batteries de voitures. Donc, comment tu vois cet aspect-là Alors, l'électricité, c'est en gros un peu plus 51 ou 52% en moyenne des prélèvements en eau en France. En France totale, hein, métropolitaine comme les DROM. Ça s'explique par les centrales nucléaires, parce qu'il faut les refroidir, les centrales nucléaires. Et c'est là, normalement, quand on parle de ça, on commence à se rendre compte que la ressource en eau, c'est pas qu'une question de quantité, c'est aussi une question de température, c'est aussi une question de qualité. Voilà. Si votre eau dans les rivières elle est trop chaude, vous ne refroidissez pas les centrales nucléaires, elles tombent à l'arrêt. Avant même de fabriquer les batteries de voitures, il faut se poser la question quand même. Donc, pour la transition électrique, la transition énergétique, eh bien, les besoins en eau, ils vont être si elle se fait par le nucléaire, ils vont être majoritairement absorbés par le nucléaire, ces besoins en eau. Voilà. On consomme de l'eau quand on refroidit une centrale nucléaire. Donc, c'est préoccupant. Maintenant, les centrales nucléaires d'aujourd'hui, elles tournent. Elles sont régulièrement à l'arrêt du fait de problématiques de température des cours d'eau, parce qu'on ne peut pas trop réchauffer les cours d'eau non plus, hein, surtout en été. Donc, il faut s'interroger. C'est encore une fois, les choix qu'on prend maintenant, c'est pour 30, 40 ans. On construit des nouvelles centrales, pas de problème. S'il n'y a pas d'eau pour les refroidir, elles ne pourront pas démarrer. Eh bien, Guillaume, merci beaucoup. C'est déjà beaucoup d'informations. À mon avis, on devra en reparler de nouveau parce que pour continuer, remettre encore tout ça au clair et puis approfondir tout ça parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais merci pour ce premier éclairage, pour cette première apparition à Allô la NUPES. Et puis, tu es presque un citoyen de notre circonscription pour quelques kilomètres. Alors, ouais. À très bientôt en tout cas et merci beaucoup d'être passé par ici. Merci à vous. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Ah ben dis donc, ça pose beaucoup d'interrogations quand même, mais c'est vrai que ça fait un peu peur avant d'aller se coucher, cette question-là. Voilà. Salut Maxime. Je m'attendais plutôt à recevoir Jérôme maintenant. Je ne sais pas si, comme notre technicien, voilà. Ok. Ça va Jérôme, alors vous n'êtes pas en train de flipper avant de vous coucher ce soir? Non, c'était moi l'un des gros lourds qui posait plein de questions. Ah ok. Bon, tu vas aussi nous parler d'un thème non plus pas très on parlait de guerre de l'eau, là on va parler de guerre tout court.
C'est ça, ouais, c'est super Alors, gay. je te laisse nous présenter ce film qui a fait beaucoup de bruit et qui, bon, est extrêmement d'actualité aujourd'hui. Oui, je suis pas un cinéma. Je regarde très, très peu la télé. Mais en fait, les films de guerre, c'est des choses qui m'intéressent parce qu'en fait, ça nous permet de voir ce qu'on n'est pas capable d'imaginer, je trouve, quand on lit un livre. Et dans ce film-là, comme tu l'as dit, a reçu un très, très bon écho. Il a reçu 4 Oscars. C'est un film qui est sur la plateforme Netflix. C'est un film allemand, même s'il a été financé en grande partie par les entreprises américaines. Et je trouve qu'il y a l'intéressant, c'est qu'on est très très loin du cinéma, enfin des films qu'on avait dans les années 50, 60, 70, 80, où en fait les scénarios étaient souvent validés par la CIA, hein, c'est quelque chose qu'il faut savoir, et où on avait des films très très héroïques, où c'était un peu, on était très très éloigné en fait de la réalité de ce qu'était la guerre. Il y a eu un changement, je dirais, dans les années 2000, où on a vraiment commencé à avoir des films un peu plus réalistes. Et celui-là l'est énormément. Donc, c'est un film qui est tiré d'un livre, qui porte le même titre, hein, donc À l'Ouest, rien de nouveau, qui a été écrit entre les deux guerres par Erich Maria Remarque. Le réalisateur de ce film, Edward Berger, donc, qui est allemand, comme je l'ai dit, prend beaucoup de liberté par rapport au livre, contrairement à d'autres adaptations cinématographiques. Il y en a eu 4. C'est dire si cet ouvrage a inspiré beaucoup de monde. Il commence pas comme le livre en 1914, le film il commence en 1917. On est directement, enfin en fait les premières images commencent par des images d'animaux, d'une jeune mère qui allaite ses petits. C'est vrai que tout de suite, moi quand j'ai commencé à voir ce film-là, j'ai tout de suite pensé à mon fils, pour être honnête avec vous, parce qu'en fait le personnage principal a 17 ans, c'est Paul Bäumer, qui est interprété par Félix Camera. Et donc on plonge très rapidement dans la tranchée, avec le fusil, l'arme blanche et tout ce qui est plus horrible, qu'on n'a pas en fait quand on lit un livre, parce que le livre ne permet pas, en fait, quand on n'a pas vécu ça, on ne peut pas l'imaginer. En fait, le cinéma nous permet véritablement de voir ce qu'on est dans la capacité d'imaginer. Et après, on prend l'histoire d'un uniforme, donc on rentre dans ce qu'on appelle l'industrialisation de la guerre, hein, parce que c'est quand même ça la Première Guerre mondiale. Et donc l'uniforme va finir sur les épaules de ce Paul Bäumer, qui a 17 ans à l'époque, et donc va aller rejoindre les tranchées donc en 1917 avec ses amis de classe. Alors, comme dans les livres, hein, comme dans tout ce qu'on a pu voir au sujet de la guerre 14-18, ils partent avec le sourire aux lèvres, et puis ça dure pas très très longtemps. Ils reçoivent dès la première nuit des bombardements. L'un des jeunes meurt, et puis après on part sur différents assauts. Dans ce film-là, on a des négociations qui se passent en parallèle pour terminer la guerre, qui s'est interprété par Matthias Erzberger. C'est pas interprété, pardon, c'est le personnage qui a ce rôle. C'est Matthias Erzberger. Donc c'est un ministre du Reich qui va négocier auprès des Français, donc l'armistice. Et l'une des dernières scènes du film est absolument, enfin les 2 dernières salles du film, j'ai vraiment parlé de ces 2 dernières salles. L'avant-dernière, c'est un assaut qui est d'une violence terrible, puisqu'en fait les Allemands vont affronter les Français, vont prendre la tranchée adverse. Et à un moment, subitement, bon, on sait, on l'a appris à l'école, on va avoir les chars, les lance-flammes, les mitraillettes. Et là, on va avoir des gros plans sur les corps qui sont absolument terribles. Et Paul Bäumer va finir dans un cratère d'obus à se battre à l'arme blanche avec un Français qui, assez incroyablement, porte le nom d'Isabelle Duval. Et en fait, du côté paternel, eh ben, ma grand-mère s'appelle Duval. Et comme tous les Français, on a beaucoup d'entre nous qui avons un arrière-grand-père qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à lui tout de suite. Et donc Paul va donner un coup de couteau dans le ventre de ce pauvre bonhomme qui va mettre un temps fou à mourir, et il va récupérer la photo. Et il va dire, Paul Bäumer va dire à ce Français, je vais m'occuper de ta famille, t'inquiète pas.
tout en pleurant parce qu'en fait, on est poussé à tuer l'autre le plus rapidement possible. C'est ça la guerre. Et la scène d'après, c'est donc la scène finale où donc, je suis désolé de l'annoncer, mais le pauvre Spoiler meurt dans les quelques instants, dans les derniers instants de la guerre, poussé par les généraux allemands qui ne veulent surtout pas signer l'armistice et qui pensent trouver héroïque de mourir pour une dernière plaine de prise. C'est très très triste comme film, et comme je dis, on est très très loin des héros américains. On voit tout de suite que les militaires allemands ne veulent surtout pas signer l'armistice avec les Français. On voit Foch, donc, le négociateur de l'armistice, qui va tout faire pour humilier les Allemands. On sait que les Français voulaient aller encore plus loin dans l'humiliation en 1918, et que c'est Wilson, le président américain, qui a dit aux Français que ça allait trop loin. Donc les Français ont vu leur volonté d'humilier les Allemands rabaissée par le président américain, mais ce qui n'empêche que la paix pour les Allemands est très très humiliante. Et Matthias Hansberger, donc, comme le personnage dont je parlais tout à l'heure, va même finir assassiné en 1920 par tous les nationalistes allemands qui vont en fait être le nid du nazisme. Et l'œuvre donc d'Éric Maria Remarque, donc l'ouvrage, le livre qui est basé sur ce film-là, va être déchiré, brûlé par les nazis, car l'œuvre est une œuvre pacifiste. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne peut pas sortir amoureux de la guerre quand on voit ce film-là, ou alors c'est qu'on a un réel problème. Et c'est là où je trouve que ce film a un intérêt dans notre société, même si j'ai l'impression que c'est pas l'interprétation que beaucoup en font. C'est que la guerre, c'est quelque chose d'extrêmement lâche. On tue quelqu'un d'autre. Le but, c'est de le tuer plus rapidement que l'autre, c'est de l'humilier, d'avoir un avantage technologique. Et dans l'ambiance actuelle, je trouvais que c'était important de parler de ce film-là, surtout sur notre circonscription, bien évidemment, puisque donc c'est un film allemand, mais on a beaucoup de pays à l'Est, notamment la Pologne, qui sont extrêmement va-t-en-guerre. Et voilà, je trouvais que c'était important d'en parler de ce film-là. Donc je rends l'antenne. Et je ne sais pas si je vais me convaincre de regarder ce film-là, parce que c'est quand même très très violent, et je dois vous avouer qu'on a quelques problèmes à dormir après l'avoir vu. Mais ça remet les idées en tête pour les va-t-en-guerre, du moins j'espère. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Je t'avoue, moi, j'ai pas vu le film encore. J'ai vu la bande-annonce. Et bon, déjà, rien que la bande-annonce, elle est assez. C'est très très violent. C'est pas du tout. C'est très loin des Rambo ou des le D-Day. Je sais pas si vous l'avez vu quand vous étiez adolescent, le film sur le débarquement en Normandie. Enfin, c'est pas un film à la John Wayne ou à la Sylvester Stallone. Hein. C'est tout le contraire. J'ai un peu peur même de voir ce film d'ailleurs. Comme je l'explique, en fait, hein, quand on lit des livres, moi j'ai lu beaucoup de livres sur la guerre, j'ai lu Les Croix de Bois, j'ai lu Les Bienveillantes, j'ai lu des livres sur Dien Bien Phu aussi, et c'est vrai que bon, on est limité parce qu'en fait on peut pas s'imaginer vraiment la guerre quand on l'a pas vécu, quoi. Et donc en fait le cinéma nous permet vraiment de comprendre ce que c'est. Et en fait, bon, moi j'aime pas la guerre, hein, mais j'aime pas ça, et en fait quand on voit ça, on la déteste encore plus, et comme je l'expliquais, on aimerait bien que les gens le comprennent et poussent un peu plus à la paix. C'est clair. Surtout à l'heure actuelle. C'est clair. Merci beaucoup. Alors, on va continuer finalement avec un thème plus léger, la politique. Par rapport à notre manque d'eau et puis les guerres, et puis finalement qui sont reliées. Finalement, les élections, ça paraît quelque chose de... même si c'est quand même lié. Et on va passer on va faire un petit récapitulatif de ce week-end avec des élections partielles, des législatives partielles qui ont eu lieu.
il y en a eu 3 dans les circonscriptions des Français de l'étranger, et puis il y en a eu une dans une circonscription de l'Ariège, en métropole. Et cette fois-ci, c'était le deuxième tour en Ariège. Malheureusement, la candidate LFI NUPES a perdu au deuxième tour contre une candidate du Parti socialiste, dissidente, donc qui n'était pas NUPES, qui n'était pas appuyée officiellement par le Parti socialiste. Elle a eu 60% contre 40%. Alors que premier tour, c'était Bénédicte Taurine, donc la candidate LFI NUPES, qui est arrivée en tête avec 31% contre 26% pour Martine Froger, qui était la candidate du Parti socialiste. Donc là-dessus, la seule chose un peu malheureuse à dire, on dirait que c'est cette dissidente socialiste qui, soi-disant, se prétendrait peut-être de gauche, finalement, elle lidère le front anti-NUPES, anti-LFI, et elle regroupe finalement derrière elle tous les macronistes, les républicains et même au Rassemblement national qui veulent pas de cette soi-disant extrême gauche. Et donc c'est un peu triste de voir que voilà, les gens soi-disant de gauche finalement s'appuient sur la droite et l'extrême droite pour lutter contre la gauche. Voilà, ça c'était pour la métropole. Enfin, de l'autre côté, c'est un peu un contexte un peu différent pour les circonscriptions de l'étranger. Donc, il y avait la deuxième circonscription des Français de l'étranger, c'est l'Amérique latine. Puis, il y avait la 8e des Français de l'étranger, c'était la 8e, donc c'est le bassin méditerranéen, voilà, avec Israël, la Grèce, l'Italie, d'autres pays par là. Puis la 9e était avec l'Afrique du Nord et partie de l'Afrique de l'Ouest. Alors, ces 3 circonscriptions ont été des circonscriptions déjà l'année dernière qui ont voté très peu, avec une participation très très basse, en dessous des 15%. Et cette fois-ci, ça s'est confirmé. Ils ont voté un peu moins encore qu'il y a un an. Donc il y a eu dans la deuxième, 12% de participation, dans la 8e, 11,5% de participation et dans la 9e, 10% de participation, ce qui est quand même assez normal pour une législative partielle qui tout le temps mobilise beaucoup moins. Et ce qu'on peut voir au fond, c'est que ça a aussi un peu confirmé simplement les résultats de la dernière fois. Donc il y avait à chaque fois un parti différent qui avait gagné. Donc la dernière fois en Amérique latine, c'était la République en marche qui avait sorti un député. Dans la 9e, c'était Karim Benchek qui était sorti député, donc député LFI, pardon, pas LFI, NUPES Génération. Et dans la 9e circonscription, la 8e circonscription, pardon, c'était le sulfureux député Habib qui est de droite, lui, et qui est vraiment une terreur, on va dire ça comme ça. Tous ces mouvements sortants ont gagné, disons, le premier tour. Et donc, dans la deuxième circonscription, la candidate macroniste a eu 39%, un peu plus qu'en 2022, pardon. La Karim Benchek a eu 43%, alors qu'il avait eu 40% il y a un an. Et enfin, Habib a eu 38% contre 29% il y a un an. Et enfin, l'opposition, donc en Amérique latine, ça sera de nouveau Christian Rodriguez, qui lui est le candidat LFI NUPES, et qui devra donc s'affronter à Mme Carrois pour le deuxième tour. Et puis dans la 9e circonscription, l'adversaire, c'est une candidate Renaissance, Caroline Traverse. Et puis dans la 8e, enfin, ça sera Abizor de Liem, qui est aussi macroniste. Voilà. Donc voilà les résultats vite fait de la journée d'hier. Et puis, on aura le temps de les recommenter. Et puis le deuxième tour est dans 2 semaines. Donc la campagne continue. Donc ça, c'était le premier point par rapport aux élections donc, législatives. Il y avait un deuxième point législatif, c'était par rapport à notre député Petit. Parce qu'on a eu quelques
altercations, on va dire, à travers nos personnes, disons, de la NUPES dans les réseaux sociaux et ses militants à lui. Je vais peut-être prendre 4 thèmes ici. Ah non, comme c'est pas tout à fait ça encore. C'est pas tout à fait ce visuel. Voilà, on va commencer par celui-là. Il y a 4 thèmes en fait. Il y a un, c'est le repas à 1 euro pour les étudiants dans les restos U. Ensuite, une mission parlementaire qu'il a réalisée avec une députée RN. Enfin, un article de Mediapart qui a révélé que lui, comme d'autres députés, il a des actions dans des grandes entreprises, dont Total en particulier. Et puis enfin, les retraites. Alors, sur le premier point, donc le repas à 1 euro, voilà. Quand ça a été critiqué par Asma sur Facebook, il a répondu « Ah, mais de toute façon, les étudiants boursiers ont déjà le repas à 1 euro. » Sauf que on voit ici dans le visuel, un visuel de CalNews, que 78% des étudiants qui ont bénéficié de l'aide alimentaire n'avaient pas de bourse d'études. Voilà. Alors, ça veut bien dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de bourse qu'on n'a pas forcément besoin d'un repas à 1 euro. Il y a beaucoup de gens, déjà que pour des questions administratives, n'obtiennent pas les bourses. Ensuite, voilà, ce n'est pas forcément parce qu'on n'est pas éligible à une bourse que si ça ne ferait pas un grand bien qu'on n'est pas forcément en difficulté. Et puis enfin, donc son argument, c'est de dire on ne va pas dépenser de l'argent public pour financer encore les repas des étudiants des riches. Et donc, c'est toujours cette idée de le moindre sou, il ne faut surtout pas risquer de gaspiller 1 euro public. Et donc, il vaut mieux pénaliser des gens qui en ont besoin plutôt que risquer de donner 1 euro à quelqu'un qui n'en ait pas forcément besoin. Et on voit là quand même un parallèle quand il s'agit des aides aux entreprises. Là, par contre, le discours général, c'est il ne faut pas de bureaucratie, surtout, il faut que ça aille vite, il faut que ça arrive. Donc là, on ne contrôle rien du tout. Donc, c'est pour les entreprises, les aides, là, on ne contrôle rien. Par contre, pour les personnes, là, le moindre centime, il faut faire attention. Voilà. Le deuxième point, c'était donc cette mission parlementaire qu'elle a effectuée avec la députée Rassemblement national qui s'appelle Marine Hamlet. Voilà. Donc, elle a été dans les Balkans. Et donc, on voit même une jolie photo où il apparaît ici. Et sa réponse à la critique, je vous la lis, « Je ne m'affiche pas avec une députée Rassemblement national, je suis en mission avec une parlementaire de la Commission des affaires étrangères, comme je l'aurais fait avec un parlementaire GDR, LFI, PS, ELV, LIOT ou LR. » Là encore, justement, il dit « c'est une députée comme les autres ». Et c'est là où on n'est pas d'accord. On rappelle, à une époque, il y avait même le barrage républicain. Voilà, le Rassemblement national n'est pas un parti comme les autres. Donc, les députés du Rassemblement national ne sont pas des députés comme les autres. Rien ne l'empêchait de dire « je ne suis pas d'accord de faire une mission parlementaire dans ces conditions avec une parlementaire du Rassemblement national ». Donc, là encore, une différence très grande par rapport à l'attitude contre le Rassemblement national. Point supplémentaire. Donc, on va passer maintenant à quelque chose qui l'a pas mal titillé, je crois. C'est les révélations de Mediapart sur les actions. Donc, il a des actions à Total, mais aussi à LVMH, Capgemini, si je me souviens bien, et puis un peu alors, dans d'autres sociétés. Alors, il ne s'agit pas de millions, c'est vraiment pas non plus des fortunes colossales, c'est quelques milliers de moins de 10 000 euros chaque fois, c'est vraiment à 4 chiffres. Mais voilà, ça pose quand même question. Et surtout que Total, en plus, avec la Russie, est toujours en Russie, et bon, on ne respecte pas trop les sanctions, mais en plus, c'est une entreprise extrêmement polluante depuis de nombreuses années, et ça, c'est très, très bien connu. Et donc, il a dû réagir dans un article du Petit Journal. Donc, il a écrit ce que vous pouvez lire, donc qu'en fait, ça fait partie d'un portefeuille qu'il a hérité, et que
la gestion complète de ce portefeuille a toujours été déléguée à un service spécialisé de ma banque dont je précise le caractère mutualiste. Donc, en fait, il délaisse de sa responsabilité. Grosso modo, il insinue « Ah, c'est pas moi, hein, c'est ma banque ». Et ensuite, il dit « Bien sûr, après 2022-2023, ça a entraîné une réorganisation de mon patrimoine, en particulier l'actualisation des consignes à mon gestionnaire. » Donc, il prétend qu'il a changé. Alors déjà, il ne nous dit pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a changé, hein, ça, il ne le précise pas. Pour l'instant, dans le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, il y a toujours cité ces informations de Mediapart qui ont été en plus données en octobre 2022, fin 2022 donc. Mais en plus, ça pose aussi la question, non? Pourquoi est-ce qu'il avait des actions dans ces entreprises, donc à Total qui pollue? LVMH, on rappelle que c'est le groupe de Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche du monde, en fait, depuis même décembre. Il est considéré comme la fortune la plus grande du monde. Alors, est-ce que c'est simplement un investissement financier? Donc, du coup, son intérêt, c'est que c'est les actions qui devraient monter. C'est ça son intérêt. Donc, il veut gagner de l'argent avec ça. Ou alors, est-ce qu'il veut investir dans des fleurons nationaux? Mais alors, il considère que ces entreprises, vraiment, elles sont bonnes pour la société. Voilà, quand on sait toute leur action néfaste. Alors voilà, c'est aussi un point de vue très différent avec nous. Nous, on considère que ce n'est pas du tout pour un député, même si ça peut être légal. C'est pas très... Voilà, on n'est pas d'accord avec les députés et des actions dans des entreprises en particulier de ce genre. Et enfin, le dernier point, donc il n'a pas pu échapper, c'est sur le thème des retraites, où il a pourtant été un peu assez discret à mon avis. Mais bon, il a quand même publié de nombreux chiffres où d'abord, il critique le fait que, soi-disant, le système des retraites n'est financé qu'à 2/3 des cotisations et 1/3 par l'impôt, et que l'impôt ne devrait pas financer le système de retraite. Et là-dessus, à la limite, on pourrait même être d'accord, effectivement. Hein, on rappelle qu'à l'origine, toute la sécurité sociale, c'est financé... jusque dans les années 80, c'était encore financé à 96%, 98% par les cotisations des travailleurs. Et donc, à l'origine, c'est vraiment un système autonome des travailleurs pour leur sécurité, pour la retraite, pour la santé, pour le chômage et toute cette question de risque pour gérer tout ça. Et au fur et à mesure, justement, par des décisions des libéraux, eh ben, c'est devenu, le financement s'est transformé. Et puis, il y a eu la nationalisation de la Sécu en 1995 par Juppé. Donc, c'est en fait, ce qu'il critique lui-même, c'est le résultat des politiques de tous les libéraux qui sont succédés depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et lui-même, d'ailleurs, dans ses chiffres, qu'il faudra peut-être commenter une fois, il dit même, lui, qu'il y a 20 milliards d'euros qui sont payés par l'État pour compenser les baisses de cotisations sociales, qui, en fait, soi-disant, fomente l'emploi, mais ça, c'est extrêmement remis en question. Et puis enfin, maintenant, son nouvel argument, c'est de ne pas réformer le système de retraite est aujourd'hui immoral. C'est permettre à des générations influentes aujourd'hui de charger la barque des générations à venir. Donc maintenant, il divise la société en générations. Hein, c'est pas les classes sociales qui forment la société, c'est vraiment les générations. Donc il y a la génération des vieux qui sont influents et qui est au détriment des jeunes. Et là, on ne parle pas des jeunes riches, des jeunes pauvres, des vieux riches, des vieux pauvres. Non, c'est les vieux et les jeunes. Alors effectivement, grâce à la productivité, en proportion, on pourrait les actifs pourraient payer plus, mais quels actifs, bien sûr? Il ne s'agit pas de ceux qui triment et tout. C'est surtout les dividendes des gros investisseurs, comme on a vu les dividendes qui ont explosé avec Total. D'où certaines propositions de la NUPES, on voit par rapport aux retraites, par rapport au financement, les propositions principales sont l'élargissement de l'assiette de la cotisation, donc élargir la cotisation aux dividendes, aux bonus, aux participations,
Et puis augmenter ce taux de cotisation peu à peu aussi également. Ce qui est possible grâce à l'augmentation de la productivité. Donc, pour lui, maintenant, son nouvel argument, c'est la morale, c'est même plus les comptes et tout ça, c'est la morale. Alors, bien sûr, avoir des actions à Total, ça c'est moral pour lui, mais refuser de travailler 2 ans de plus, ça c'est totalement immoral. Et là, bien sûr, on a une vision extrêmement différente, encore une fois, avec lui. Donc, une petite conclusion sur ces 4 thèmes. Je vais juste rajouter que sur 3 des 4, à part les retraites, en fait, sur le repas à 1 euro, sur sa mission parlementaire avec la députée du Rassemblement national et sur les actions, à chaque fois, il a dû répondre à lorsqu'il a été interpellé dans les réseaux sociaux par les personnes de la NUPES, donc dans Facebook ou dans Twitter. Donc, c'est vraiment peut-être personnellement, ça c'est vraiment une vision personnelle, je crois que c'est très important qu'on l'interpelle pour qu'il soit obligé, puis c'est normal, en plus il est député, il est censé nous représenter, il doit rendre des comptes et qu'il doit s'expliquer. Et puis en s'expliquant, du coup, il doit montrer ses arguments, il doit se montrer, se dévoiler, il ne peut plus tellement se cacher sous les draps d'écologie, de social, ce qu'il prétend, puisqu'il doit vraiment, là, du coup, c'est sur des faits concrets qu'on lui demande des explications, et il s'explique, et dans ces explications, donc, il montre sa manière de voir les choses. Et finalement, c'est une manière de contribuer au débat démocratique, justement, d'expliquer les différentes visions des gens, et qu'après, les électeurs et les citoyens choisissent. Donc voilà, c'était un petit récapitulatif sur l'action de notre député Petit. Et nous voilà même à la fin de cette Allô la NUPES. Salut Maxime. Tiens, regarde, on va dire, Salut. il se trouve que De retour. je suis en vadrouille et là, je suis plus en... Et là, il y a comme notre technicien qui, en fait, c'est lui qui nous met à l'écran, qui met la musique et tout. En direct de Prague. Ce que tu n'as peut-être pas dit, alors moi je suis pas sur Twitter, mais ce que j'ai entendu dire, c'est qu'apparemment, Monsieur Petit bloque les personnes qui l'interpellent. Apparemment, on en a plusieurs, effectivement, chez nous aussi, qui sont bloqués. Ouais. Alors, bloqué, ça veut dire que lui-même, il ne reçoit pas les... Parce que normalement, quand on cite le nom, alors la personne reçoit une notification comme quoi il a été interpellé, on va dire. Et là, il ne le reçoit pas et ça apparaît pas dans son fil. Et donc, les personnes qui le suivent, ils ne voient pas qu'il a été interpellé. Effectivement, c'est aussi, on peut se demander là... Parce que je pense qu'à chaque fois, quand on l'interpelle, c'est pour débattre, tout simplement. C'est pour simplement faire ce qu'on appelle de la politique, modestement. Exactement. C'est une conception de la chose qui est un peu étonnante. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Donc, à nous de continuer la discussion et pour que voilà, il y a 2 projets différents et puis après, pour que les gens puissent choisir en conscience de cause. Eh bien, Maxime, alors, il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne soirée à tout le monde. Très bonne soirée. Toi aussi. À la prochaine. Tu vas bien dormir. Allez. Ciao, ciao tout le monde. Salut.